Nous allons évoquer cette fois-ci un thème qui est celui de la mise en production de manière continue. Ça fait partie donc de la mouvance DevOps qui englobe trois principes, qui est celui de l'intégration continue, celui de la livraison ou distribution continue, et encore donc le déploiement. On reviendra donc en détail sur ces aspects-là. On va regarder un petit peu donc de quoi il s'agit, parce que la doxa, c'est-à-dire la pensée unique, voudrait que c'est quelque chose de facile et il suffit de faire. Eh bien, ce n'est pas du tout comme ça. Tout va dépendre donc des applications, du contexte, de l'expérience également, des équipes en place. Et je voudrais vous montrer à quel point on peut prendre des risques. Parce que même si ça peut marcher au début, avec la maintenance et surtout le temps qui va s'écouler, on risque de se retrouver donc dans une impasse. Et je vous montrerai un petit peu une manière d'essayer d'évaluer le risque que nous prenons donc en allant vers ce fameux CICD. Alors, quels sont d'abord les thèmes donc que je vais évoquer? Tout ça, ça vient des méthodes agiles. Et quand on regarde les méthodes agiles, effectivement, les incréments courts de quelques jours ou d'un mois, par exemple, pour un sprint de Scrum, c'est quelque chose d'assez contraignant parce qu'on est obligé de faire des mises en production extrêmement courtes. Et pas forcément d'ailleurs avec on va dire des personnels qui sont véritablement habitués donc, à ce genre de choses. Alors, on va voir d'où ça vient, quels sont donc les principes qui président derrière tout ça, donc qui viennent donc des méthodes agiles. Et je pense qu'il n'y a de toute façon pas de méthode agile sans une mise en production donc rapide. Je voudrais revenir également sur le fait que, en réalité, vous savez, on n'a rien inventé. Et dans les années 70, 80, 90, les gens qui travaillaient sur les gros mainframes développaient, je pense en particulier le gros mainframe IBM, avaient développé ce qu'on appelait à l'époque donc des JCL, donc Job Control Language, c'est-à-dire on va dire des scripts qui permettaient de piloter finalement la mise en production. Et quand on regarde bien sûr ce n'est pas les mêmes outils, mais quand on regarde bien ce qu'on faisait avec un JCL finalement, est-ce qu'on fait aujourd'hui dans un pipeline de type CICD, sur le principe, ça reste un petit peu la même idée. Donc simplement, pour la beauté du geste, on va revenir un tout petit peu en arrière. Voilà, donc on n'a rien inventé. Le principe donc, de CICD, donc, qui est inséparable donc, de DevOps, on va regarder les liens avec la production, et puis on pourrait regarder les différentes formes donc, de déploiement, parce qu'on verra que même si CICD prévoit dans DevOps trois étapes, trois étapes, donc intégration, livraison et déploiement, bien souvent on automatise les deux premiers niveaux, niveau 1, niveau 2, donc intégration et livraison. Par contre, la partie déploiement, eh bien, on a un peu tendance à la faire d'une manière manuelle. Peut-être pas entièrement, mais souvent quand même fortement teintée donc, de manuel. On va donc regarder quelles sont un petit peu les techniques qu'on va utiliser, vous les connaissez bien, les techniques donc, de canari, bleu vert, toutes ces techniques donc, de mise, on va dire, de déploiement du code applicatif. Et surtout, le plus important, à mon avis, c'est qu'on va regarder les contextes CICD. Et je vais vous en déterminer trois, entre une application qui est très simple, une application un peu plus compliquée, puis une application très compliquée, donc des contextes très différents, qui, à mon sens, n'appellent pas les mêmes outils et surtout les mêmes risques que nous pourrions prendre. On va regarder les fameux critères de sensibilité. Nous avons une méthode, ou j'ai une méthode, avec 5 critères, qui sont des critères importants, critères de dépendance, de granularité, et qui nous permettent d'évaluer, alors bien sûr c'est grosso modo, c'est pas dans le détail près, mais ça nous donne quand même une idée sur la faisabilité de cette mise en production donc directe. On va regarder, parce que c'est normal, quelques règles, je vais vous en donner 12, quelques règles donc, de bonnes pratiques qu'il vaut mieux respecter pour avoir des chances donc, de s'en sortir. Et puis on va prendre 2 exemples, celui de Jenkins, qui est probablement l'un des outils les plus répandus aujourd'hui, les plus utilisés, avec un pipeline, donc, et puis surtout les plugins qu'il y a donc autour de Jenkins. Et puis on prendra également le cas de Bitbucket. Bitbucket qui est utilisé actuellement par 20 millions
donc, de développeurs et chefs de projet. Ça montre bien le succès qu'a cet outil. On regardera également, à côté de ces deux produits-là, on peut dire des produits phares, on va regarder une douzaine d'autres outils qui pourraient vous intéresser selon les contextes dans lesquels vous vous trouvez. On terminera par les avantages et inconvénients, inconvénients de la chose. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché mondial, donc CICD, il est évalué à peu près, donc ça c'est pour 2024, à 4,52 milliards de dollars. Et on pense qu'il pourrait monter donc dans 9 ans, en 2033, à 9,33 milliards de dollars. Alors, finalement, c'est bien, mais ce n'est pas gigantesque. Et comparativement à d'autres mouvances, ce n'est pas gigantesque et on peut se dire qu'après tout, c'est une technologie qui ne fait pas l'unanimité. D'ailleurs, on le voit bien, DevOps n'est pas une technologie universelle. C'est vrai qu'elle remet en cause beaucoup de choses, ne serait-ce que ça, il ne faut jamais l'ignorer, et donc le fait que ses racines se trouvent donc dans les méthodes agiles. Alors, parmi les 12 principes des méthodes agiles, quels sont ceux qui me semblent être à la base de l'approche CICD? Alors, j'en ai 3 ici parmi les 12. Le premier, c'est la première règle, c'est la priorité et de satisfaire le client en lui livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à forte valeur ajoutée. Rapidement et forte valeur ajoutée. Donc ce ne sont pas des incréments qui vont durer 6 mois, ce sont des incréments qui peuvent être très courts, mais qui vont apporter quelque chose de sérieux, de spectaculaire pour l'utilisateur. Et on donnera priorité à ça. Mais ça veut dire aussi, quand on aura développé, il faudra mettre en production sans attendre que l'ensemble de l'application soit terminé. Deuxième principe des méthodes agiles qui me semble important dans ce contexte, c'est celui de livrer le plus rapidement possible des fonctions qui marchent. Toutes les 2 semaines, on pense entre autres à XP par exemple, mais aussi de Beck et de Cunningham, mais aussi donc 1 mois dans le cas de Scrum, qui est à peu près donc, le temps de mise en production d'un sprint, entre 15 jours et 1 mois, ça dépendra bien entendu du contexte, mais des fonctions qui marchent. Ça veut dire que si on veut automatiser tout ça, eh bien, il va falloir s'arranger pour tester les choses correctement. Et là, on est surtout dans la première phase d'intégration et dans la deuxième, donc, de livraison. Le déploiement, c'est un petit peu autre chose. Et puis le troisième aspect, c'est que les méthodes agiles font la promotion d'un rythme de développement soutenu, mais soutenable, pour éviter donc la non-qualité qui va donc découler donc de la fatigue. Vous voyez, plusieurs de ces principes de méthode agile eh bien, sont focalisés sur la durée relativement limitée donc, de ces fonctionnalités que l'on veut ajouter. Et là, on aura, on va dire, une échelle qui pourra aller depuis la fonction de base unique, comme le recommande un certain Curie, et puis jusqu'à des fonctions quand même un petit peu plus joufflues, ça dépendra. Mais vous voyez, c'est vraiment très orienté donc vers ça. Alors, de mon point de vue, je pense qu'il ne peut pas y avoir donc je l'ai dit, de méthode agile sans mise en production optimisée et puis rapide, mais également je pense que le CICD est plutôt orienté vers la mise en production d'incréments, donc favorise le mode incrémental par rapport au mode itératif. Alors je m'explique sur ce sujet. Le mode incrémental, c'est quand on développe une application par petits morceaux. Vous le voyez sur cet écran, vous voyez la Joconde, on développe d'abord la partie visage, ensuite le bras droit, ensuite le bras gauche, mais quand on a développé le bras gauche, il est fini. Donc c'est un incrément qui se suffit à lui-même et qui va être mis en place donc, dans l'application et donc mis en production. Quand c'est faisable et quand il n'y a pas trop de dépendance par rapport, donc, on va dire, à d'autres incréments de la même application ou au contraire d'une autre application. Alors que le mode itératif, là, on fait évoluer l'application étape par étape. On passe, si vous voulez, l'image, c'est un peu, on passe d'une image qui est très floue à une image qui est extrêmement précise, mais il faudra attendre la fin de cette mise de la réalisation pour pouvoir mettre en pratique, donc en production, donc l'application. Donc ça ne correspond pas tout à fait, on va dire, à ce que nous connaissons donc avec CICD. Donc je vous disais tout à l'heure que
finalement, on n'a rien inventé. Hein. Les anciens vous parleront avec des trémolos dans la voix, des JCL et des nuits passées devant les gros ordinateurs, IBM, Mainframe, MVS, et puis donc la console caractère vert sur fond noir, comme vous le voyez sur cet écran. Et les gens de la production écrivaient du code, qui était du code script. Vous savez, il n'y a pas une grande différence fondamentale entre un code JavaScript finalement et un code JCL. Hein, sur le principe, bien sûr, ce n'est pas la même syntaxe, mais sur le principe, c'est un petit peu la même idée. Hein. Donc vous voyez ici un exemple de deux codes, donc MVS, IBM. Alors la description d'un job d'abord, avec le nom du job, et on parlait bien de job. Hein. Le lancement donc, de ce job, le nom du programme, là il s'agissait donc d'un programme COBOL, le nom du programme COBOL, et puis la description des fichiers d'entrée et des fichiers de sortie. Vous savez, dans ce cadre, c'était très souvent, je prends un fichier, je fais une mise à jour, je retrie derrière, je vérifie que je n'ai pas mis le pataquès et on met en production. C'était souvent ça. Hein. On était très confrontés d'ailleurs au temps passé par les fameux trilles. Et puis en dessous, vous avez donc l'exécution de ce programme COBOL avec le nom du programmeur, un certain nombre d'informations qui vont servir à la comptabilité interne de la machine, etc. Donc finalement, on programmait la production, la mise en production, sachant que là, on n'était pas dans du temps réel. Hein. Il fallait mettre en place, il fallait développer, créer donc on va dire des dossiers de mise en production qui étaient des dossiers assez complexes, mais ça pouvait durer des mois. On n'était pas du tout dans le contexte d'aujourd'hui, où là, cette fois-ci, on a quand même des besoins qui sont plus urgents. Donc, je vous le disais, CICD, donc intégration et donc déploiement, c'est inséparable donc de DevOps, hein, cette façon donc de regarder la mise en production de nos applications, cher donc à un monsieur qui est belge, qui s'appelle Patrick Desbois, qui est à l'origine donc du concept, qui a été repris aujourd'hui par de très très grosses structures telles que Nokia, il y a Google, il y a American Express, il y a LinkedIn, il y a Amazon, etc. Et vous remarquerez une chose, c'est que ce ne sont pas des petits joueurs, ce sont des grosses structures. Or, l'un de mes critères personnels que j'indique, hein, qui me paraît important, c'est qu'il faut disposer en interne d'une équipe système qui soit solide. Je ne crois pas trop à la sous-traitance dans ce domaine parce que c'est trop dangereux. Il faut vraiment avoir une connaissance technique très approfondie donc, des sujets, et puis pour pouvoir intervenir le moment venu. Vous me direz, en sous-traitant, on peut le faire, mais on n'est quand même pas maître de notre destin, et je pense que là, c'est tellement sensible qu'il vaut mieux quand même disposer donc des ressources à demeure. Bon, alors, tout le monde est d'accord, hein, évidemment, là-dessus, hein, on va donc tout y aller, mais je vous disais tout à l'heure également que DevOps n'est pas un succès planétaire, hein, et beaucoup d'entreprises aujourd'hui l'abandonnent. Alors vous me direz, mais pourquoi on en parle aujourd'hui? Mais tout simplement parce que, comme on va de plus en plus vers le temps réel, et des exigences qui sont effroyables hein, de la part donc, du management, eh bien, on est obligé quand même de prévoir des solutions, peut-être pas pour tout, mais au moins pour une partie des applications qui permettraient donc de répondre aux besoins donc, des utilisateurs. Bon. Par ailleurs, obstacle également donc, à cette mise en production un petit peu particulière, c'est que les équipes de développement et puis les équipes donc, de production sont différentes et historiquement, elles ont toujours été assez difficiles donc, à rapprocher. Bon. Le management a trop longtemps, à mon avis, négligé la production, dont il pensait qu'elle pouvait être sous-traitée, bon, très bien, et ça ne l'intéressait pas énormément. Et elle a creusé finalement, sans le vouloir, un fossé qui s'est avéré assez important entre les équipes de développement et les équipes de production. Moi je pense que quand on fait lorsqu'on fait du développement, et c'est d'ailleurs le cas pour les méthodes agiles telles que Scrum, eh bien on prévoit d'inviter lors des réunions, on invite donc les gens de la production. Hein, on a des réunions de stand-up meeting par exemple avec Scrum, ou des réunions donc, de rétrospective, etc. Il faut que les gens du développement, que les gens de la production soient là pour pouvoir un peu sentir un petit peu l'atmosphère et voir à quelle sauce on va donc les manger et quelles seront donc les contraintes qu'ils auront. Bon, donc moi j'invite donc la production. Toutes les applications
applications ne sont pas donc susceptibles d'être traitées en mode CICD, mais vous allez voir, j'y viens donc dans quelques instants. Et attention de ne pas se faire plaisir. Hein. Quand on veut pousser trop loin l'automatisation, je pense qu'il y a un risque de créer, de fabriquer donc une bombe à retardement qui n'explosera pas au début, ça peut marcher au départ. Mais ça peut aussi exploser dans un an ou deux, où là on perd complètement les pédales parce qu'on ne sait plus quels sont les API qui sont utilisés, quels sont leurs cycles de vie, voilà, donc plein de choses qui peuvent se produire, et alors là, on est complètement perdu. Donc alors, CICD, c'est trois étapes. Vous les voyez donc sur ce schéma, vous avez une étape dite d'intégration. L'étape d'intégration, c'est quoi? Eh bien, vous avez des développeurs qui disposent d'un certain nombre de serveurs sur lesquels ils font du développement, sur lesquels se trouvent un ou plusieurs référentiels, hein, donc en fait, on va dire les repositories, comme on dit, donc, dans lesquels se trouvent les codes sources, il y a un certain nombre d'éléments complémentaires, et le développeur va donc faire son développement et va procéder à plusieurs intégrations dans une journée. Il le fait pour vérifier que, on va dire, vérifier en local, quelque part c'est un peu ça, que ça marche bien. Donc on dit qu'on fait de l'intégration. On aura donc un référentiel d'intégration et puis un serveur d'intégration et on exécutera un certain nombre de tests qui sont plutôt des tests unitaires ici, à connotation assez technique, mais qui sont absolument indispensables et qui seront faits donc au fil de l'eau. La deuxième phase, c'est la phase de livraison qu'on appelle également la phase de distribution. Là, moi j'aime bien appeler ça le staging, c'est-à-dire en fait une espèce d'étape d'attente, ouais, on est en attente, où là on va vérifier un certain nombre de choses. D'abord, déjà, l'intégration a été effectuée, donc on ne revient pas là-dessus, et on procède, on va dire, en fonction du cycle de vie donc, de l'application, eh bien, on peut procéder à des recettes donc, post-intégration, des recettes dites de pré-production. Vous voyez, on peut inventer donc, des mots comme ça de manière à préparer mon code à ce qu'il puisse ensuite être déployé dans de bonnes conditions. On va continuer à faire, donc, bien entendu, un certain nombre de tests là-dedans, mais on ajoutera cette fois-ci des tests fonctionnels. Et vous voyez, quand on parle tout à l'heure, on évoquait donc le cas de Scrum, donc, qui est une méthode agile, et bien souvent le product owner, qui est un petit peu le chef de projet quelque part, qui vient des utilisateurs, en fait lui il est souvent branché là-dessus et il vérifie en continu ce qui se passe. Il ne regarde pas la phase d'intégration, par contre il va regarder la phase de livraison, de staging, pour s'assurer que les tests fonctionnels passent bien, parce que c'est quand même lui qui a déjà défini quels sont les tests fonctionnels qu'il faudrait réaliser. Et donc, il va s'assurer que c'est fait correctement. Donc, il y aura là également un autre référentiel qui sera le référentiel donc, de staging. Et enfin, il y aura le déploiement. Le déploiement en continu, où là, on va recommencer tout, la compilation, les tests, et puis le développement, donc le déploiement d'applications donc, en continu. C'est là où on parlera de déploiement continu. Ça nécessitera bien entendu que les deux phases précédentes se soient passées donc correctement, hein, et on va le faire de la manière la plus simple possible. Alors, les gens qui sont très optimistes disent qu'il faut que ça fonctionne en presse-bouton. Donc il suffit d'appuyer sur un bouton, et hop, ça marche, ça passe en production. Moi je veux bien, hein, mais concrètement, c'est pas tout à fait la réalité. Hein. La pratique, c'est qu'il y a beaucoup d'interventions manuelles à effectuer, ne serait-ce que pour des questions de sécurité. C'est pour ça que tout à l'heure je faisais la comparaison avec mes JCL et MES. Au fond, c'est un petit peu la même idée, hein, parce que souvent à la console 3270 IBM, on avait des messages qui venaient du système EVS et qui lui disaient, bon alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et donc, alors je ne dis pas que c'est le but donc, de CICD, puis qu'au contraire on veut tout automatiser, mais vouloir le faire d'une manière trop automatique, ça me paraît quand même un tout petit peu, on va dire, un tout petit peu dangereux. Alors, notez bien entendu qu'il n'y a pas qu'une seule donc, méthode de mise en œuvre, c'est ce que je viens de dire, à savoir si vous voulez intervenir d'une manière manuelle dans la troisième phase donc, de déploiement, vous pourrez avoir votre CICD à vous qui tiendra compte de vos impératifs et donc de vos contraintes. L'objectif quand même, c'est d'automatiser au maximum, parce que si ce n'est pas automatisé, vous ne pourrez pas répondre à une mise en production donc automatique et immédiate, comme le souhaite donc le management. Alors,
Attention, pour des applications donc sensibles, il faut être très prudent. Et je pense que ce n'est pas une honte absolue que parfois de revenir, on va dire, à des pratiques qui sont un tout petit peu anciennes. Après tout, pourquoi pas, hein. L'important, c'est que ça marche bien et que les clients donc, soient contents. Encore une fois, on n'est pas là pour réaliser des prouesses techniques. Ça, non, ce n'est pas du tout l'objectif. Hein. Et il faut simplement faire en sorte que les clients, les usagers, d'où le fait qu'on va les inviter en permanence, hein, eh bien, apprécient les nouvelles fonctionnalités et surtout la mise à disposition donc efficace et rapide. Bon. Je vous recommande également de ne pas faire trop de prosélytisme dans cette phase-là. Parce que d'abord, on ne sait pas trop ce qui va se passer demain. Hein. Ne pas triompher, faire des réunions, ouais, non, on va se calmer. Hein. Et on attendra un tout petit peu donc, que les choses se passent correctement. Et d'être sûr que les choses se passent correctement. Alors, quelques formes de déploiement. Vous voyez, on arrive à la troisième phase donc, du déploiement. On peut avoir des solutions qui sont plus ou moins automatiques. Alors, il y en a un certain nombre qui existent. Hein. Je vous en représente ici deux. Alors, vous avez le mode bleu-vert. Hein. Donc, le mode bleu-vert, c'est quoi? C'est donc le fait de déployer de switcher plutôt entre deux plateformes de production, il y en a une qui est bleue et l'autre qui est dite verte. Hein. La nouvelle version, elle est installée et testée sur la deuxième plateforme. Les usagers ne sont pas prévenus. Eux, ils continuent donc à travailler sur la première. Et quand les tests sont passés, les routeurs sont reconfigurés et les usagers sont routés vers la nouvelle application. En cas de problème, hop, on revient donc à la première version qui éventuellement, et donc pas éventuellement, qui est toujours fonctionnellement quand même moins aboutie que la nouvelle. Bon. Problème, c'est qu'il faut maintenir deux plateformes, ce qui peut coûter cher, hein, et puis en plus, ce n'est pas très adapté donc, aux petites mises à jour, ce qui va être souvent le cas d'ailleurs dans notre contexte donc agile. Et puis, ce n'est pas toujours simple de garantir l'égalité système des plateformes. On dit, oui, j'ai une plateforme verte et une plateforme bleue, d'accord, mais comme on a des API, on a des compilateurs, on a plein de choses là-dessus, et on a donc des applications, c'est difficile peut-être par moment, surtout s'il y en a un des deux qui se trouve sur le cloud, de s'assurer que les deux sont exactement équivalents du point de vue système. Il suffit qu'il y ait un bouton de lettre qui manque, et puis il n'y a plus rien qui marche. Ça, c'est le mode bleu-vert. Et on parlera aussi souvent donc, du mode canari. Alors, pour la petite histoire, ça vient des mineurs, hein, des mineurs de fond qui avaient des canaris, et qui les avertissaient quand il y avait des émanations de gaz qui étaient dangereuses. Ils se mettaient à pépier d'une manière forte, et donc les mineurs étaient prévenus. Là encore, ça induit donc deux plateformes. Quand une application est développée, elle est donc testée sur un sous-ensemble d'usagers, par exemple 5 ou 10%, hein, que l'on choisira d'ailleurs avec soin. Hein. Les autres vont rester sur les précédentes versions. Et quand la nouvelle version est validée, la première infrastructure, donc on dit, elle est décommissionnée. Bon. On aura donc des difficultés peut-être à choisir donc, les usagers. Et en plus, on ne gagne pas grand-chose en infrastructure. Hein. On ne peut pas basculer donc, en permanence entre une et deux plateformes. Donc c'est quelque chose de compliqué, car n'oubliez jamais que ce n'est pas une application qu'on a développée, c'est des fois des dizaines, hein, voire des centaines. Puisqu'on va raisonner au niveau donc, de fonctions relativement réduites, donc on va avoir des mises en production extrêmement nombreuses. Bon. Et puis les performances, dans ce cas-là, ne sont pas nécessairement validées. Donc c'est un autre mode, hein, le mode canari, et puis il y en a d'autres. Hein. J'en ai donné que deux ici. Hein. Donc le mode canari et le mode bleu-vert. Alors voilà ici donc on va dire, un schéma qui me paraît fondamental. Au fond, c'est un petit peu la Bible, ça. Ce que j'ai voulu représenter sur ce dessin, c'est trois contextes dits différents, qui sont adaptés, plus ou moins, donc, à une mise en production de type CI/CD. Le premier, c'est une application qui est simple. Alors, on a des développeurs qui sont devant leur écran, qui ont donc leur base de test, hein, leur test d'intégration, et ils ont leur propre référentiel d'intégration, et ils vont développer des incréments qui sont indépendants les uns des autres. C'était l'image que j'avais prise de la Joconde de Léonard de Vinci. Bien. Une fois que ça s'est fait, eh bien, on va regrouper éventuellement un ou plusieurs incréments
donc dans la phase donc, de livraison, mais là on est sur une application constituée d'un certain nombre d'incréments qui peuvent donc être des histoires au sens où on l'entend avec scroll. Et puis le déploiement, ça sera la phase finale. Si vous voulez, c'est une application avec une base de données, une plateforme d'exécution, un runtime, hein, c'est quelque chose de très homogène, et on est dans un circuit qui est assez fermé, même si on peut inviter des outils extérieurs un peu complexes, mais ça c'est quelque chose de maîtrisable. Et en fait on le maîtrise, et à mon avis on parle un tout petit peu trop des réussites avec des contextes comme ça, donc qui sont relativement simples, alors que c'est pas toujours le cas. Je veux dire, il y a aussi d'autres contextes qui sont beaucoup plus complexes. Par exemple, un deuxième niveau, où on doit faire la même chose en intégration donc, et en livraison, hein, je rappelle, c'est la distribution, mais par contre, le déploiement va se faire sur plusieurs serveurs. Et on aura la même application qui sera déployée sur plusieurs serveurs différents, mais qui vont attaquer des données qui ne seront pas forcément les mêmes. C'est ce que j'ai représenté, et on voit bien donc c'est une base éventuellement unique, mais chacune des applications va faire une extraction de cette base unique pour récupérer les données qui les concernent. Là, c'est plus délicat, parce que non seulement on aura une faisabilité donc, de CI/CD sur le code, mais également sur les données. Et donc il va falloir faire attention à faire des commits intelligents, des rollbacks quand c'est nécessaire, de s'assurer que tout a bien été mis en œuvre, a été bien mis à jour, avant de valider donc l'ensemble. C'est déjà plus compliqué. Et puis le troisième niveau, alors là, moi, je vous dis, on n'y va pas. Hein. Bon. On a toujours donc, notre phase d'intégration et on a une phase de livraison, hein, donc, de staging. Là, l'application, au niveau donc, de staging, on a les deux référentiels. Le référentiel donc, de livraison et le référentiel donc, de déploiement. Pourquoi? Parce que chaque application va être déployée éventuellement sur une infrastructure qui est hétérogène. C'est-à-dire qu'on pourra avoir la même ou pas la même application cette fois-ci, contrairement au cas précédent, mais qui pourra tourner sur un sur Linux, un sur Windows et un troisième sur autre chose tel que Unix. Si vous voulez, l'hétérogénéité, la complexité, on va dire, des contextes de mise en œuvre est extrêmement importante et va jouer beaucoup sur la faisabilité. Et donc, je vais vous montrer donc, une technique qui permettrait, donc, si vous voulez, de s'évaluer et de se positionner. Alors, encore une fois, ce n'est pas une méthode. Hein. Moi, je vous propose quelque chose qui a... je pense que ça a fait ses preuves. Hein. Une manière, donc, d'évaluer la capacité de passer une application, donc, en fonction de ses contextes, on va dire, d'architecture, de passer donc, cette application donc, en production donc, continue. Alors il y en a 5, il y en a 4 qui sont représentés ici, mais en réalité il y en a 5. Le premier c'est l'hétérogénéité. Vous allez avoir à définir finalement 5 critères. Le premier étant l'hétérogénéité. Ces critères, vous allez les évaluer de 1 à 10, ou de 0 à 10. À 0, c'est que tout est bon. À 10, c'est que c'est beaucoup trop compliqué. À vous de définir entre les deux où vous vous situez. On est plus ou moins hétérogène, vous voyez, donc il n'y a pas trop de diversité dans les API. À vous donc de définir votre positionnement entre 0 et 10. Et là, je parle bien de tout, c'est-à-dire des systèmes d'exploitation, des plateformes de matériel, des langages, des bases de données, des SGBD, donc en fait les gestionnaires de données, mais également donc, le code SQL qui va aller avec, les API, etc., les contraintes éventuellement de sécurité, enfin, beaucoup de choses qui vont constituer finalement la plateforme finale, si elle est hétérogène, enfin, à partir d'un certain niveau, on va dire, d'hétérogénéité, je pense qu'il faut se méfier et ne pas trop y aller. Premier critère. Le deuxième critère, c'est la dépendance. Si vous développez une application avec des incréments, mais qui dépendent les uns des autres, voire qui dépendent d'une autre application, là ça devient très dangereux, parce que la dépendance est l'un des ennemis les plus mortels, on va dire, du découpage fin des applications. C'est vraiment un ennemi mortel, parce que
quand vous développez quelque chose, il faut vous assurer que c'est bien conforme et c'est bien compatible avec, avec les autres et qu'il n'y ait pas un pataquès introduit avec ça. De la même manière, vous allez définir donc on va dire un ABAC de 0 à 10 pour dire on est très dépendant parce que fonctionnellement je ne peux pas faire autrement, ou j'ai déjà un existant applicatif qui implique et qui m'oblige à récupérer des choses qui existent déjà, et je vais également définir ça entre 0 et 10. Le troisième, c'est la granularité. Vous savez, toutes les applications ne sont pas éligibles à une granularité fine. Quand on parle de SOA, on parlera d'un grain très élevé, très important, tel que le recommande le Gartner, mais ce sont des grains fonctionnels métiers. Quand on est sur des MSA, donc des microservices, on est à la fois sur du technique et sur du métier, mais on peut avoir des fonctions quand même relativement réduites. Et le dénommé Curry que j'évoquais tout à l'heure, lui, il recommande d'avoir dans un incrément une seule fonction. Alors évidemment, ça complique du point de vue mise en production le paysage. Pareil, vous développez entre 0 et 10, vous définissez ça. Le quatrième, c'est le découpage en incréments. Donc, ici, est-ce que c'est découpable donc, en incréments, alors que le critère précédent, c'était surtout, est-ce que la granularité était adaptée, et le fait que je puisse découper mon application, mais que je n'ai pas des grains trop gros. Si j'ai une transaction qui fait 10 000 lignes de programmation, car ça arrive, urbaniser l'outil, ça va quand même pas être très simple. Donc vous voyez d'un côté la granularité et de l'autre donc le découpage en incréments. Et j'ajouterai un cinquième critère, lui aussi donc à évaluer entre 0 et 10, qui est celui de votre équipe. Vous avez une équipe système, est-ce qu'ils sont compétents, pas compétents? Est-ce qu'ils ont l'habitude de la mise en production CICD? Est-ce qu'ils sont plutôt orientés Linux ou plutôt orientés Windows? En fonction de ce que vous connaissez, de votre équipe, eh bien là aussi, il va falloir évaluer, on va dire, la faisabilité, la possibilité de s'accaparer cette migration, qui est une migration quand même assez délicate. Bon, vous vous trouvez donc avec 5 valeurs entre 0 et 10. Ensuite, eh bien, vous pouvez soit, ces 5 critères vous paraissent indépendants et vous paraissent cohérents, vous pouvez faire la somme et vous avez une valeur entre 0 et 50. Mais vous pouvez aussi, en fonction de votre contexte, les pondérer. Donc vous avez un critère C1 multiplié par une pondération, un pourcentage, et vous obtenez donc quelque chose au bout. In fine, vous arrivez à un ABAC qui est quoi? Une espèce de table de 0 à 50. On dit de 0 à 10, c'est ce qui est montré ici, j'y vais. De 10 à 30 ou à 50, j'y vais, mais là, attention, il y a quand même du risque à prendre, il faut bien les mesurer avant d'y aller. Hein. Et puis, de 10 à 30, et puis à partir de 30 jusqu'à 50, là, je n'y vais pas. Et le fait de dire je n'y vais pas, ce n'est pas un renoncement devant le front des troupes, hein, c'est pas ça. C'est que ce n'est pas la peine d'aller s'embarquer dans quelque chose qui ne sera pas faisable. Alors, quelques règles pratiques, hein, si vous voulez, donc vous avancez sur ce sujet. Règle numéro 1, posez-vous la question de la faisabilité donc, du projet. N'hésitez pas là-dessus. Je les prends un petit peu dans le désordre. Hein. Il faut que vous ayez la capacité d'un retour arrière, un rollback. Quelle que soit l'architecture donc cible, il est absolument indispensable de pouvoir revenir en arrière sans trop de dégâts. Il faut que vous ayez des outils très solides de gestion des versions. Alors Bitbucket et Jenkins le font très bien, je n'ai pas d'inquiétude de ce point de vue-là, mais il faut y penser à une bonne gestion des versions. Une autre règle, c'est de coordonner si vous avez des tiers actifs. Parce qu'après tout, peut-être qu'on ne développe pas tout nous-mêmes, et peut-être travaillons-nous avec des prestataires externes qui peuvent travailler sur un élément ou plusieurs éléments. Attention à une bonne gestion intelligente des liens avec ces tiers actifs. Bien mesurer les coûts par rapport aux avantages, je pense que les recommandations que je vous indiquais avec mon ABAC pourraient vous aider dans ce domaine. Hein. Attention à la gestion des droits, qui est quelque chose absolument d'essentiel dans ce contexte, qu'il ne faut pas négliger. Et dans un cadre Jenkins ou Bitbucket, vous penserez à vous doter d'un
d'un plugin qui fait le travail. La partie authentification et autorisation est absolument essentielle. Il faut s'appuyer sur un plan de continuité et donc de reprise d'activité, c'est-à-dire ce qu'on appelle un PCA-PRA. Je vous disais depuis le départ, ces applications CICD sont des applications très sensibles, parce qu'elles sont fragiles. Et donc si jamais ça cafouille, ça part dans tous les sens, il faut pouvoir revenir, non seulement avoir des rollbacks, ce que l'on aura prévu, mais redémarrer dans des conditions qui sont à peu près correctes. Or, l'expérience montre que ce n'est pas sur ce sujet que l'on dépense le plus d'énergie aujourd'hui, ce qui me paraît quand même assez dommage. Pensez à la gestion des logs, et c'est pour ça que notre équipe système, eh bien, elle sera habituée à ça, donc elle va regarder ce qui se passe, parce qu'il peut y avoir des dégradations de performance, par exemple. Et donc bien regarder donc, les logs, les composants qui ne répondent pas ou qui répondent avec du retard et finalement ils ne répondent pas parce que le timeout donc est dépassé, il peut se passer énormément de choses et donc il faut le prévoir et donc les logs sont des fichiers dans lesquels on va trouver énormément d'informations qui nous seront donc utiles. Pensez à l'intégrité des référentiels. Quand je veux dire intégrité, c'est-à-dire que personne ne puisse les modifier sans y être autorisé. Alors, si vous modifiez ça, c'est votre édifice complet qui va donc s'effondrer. Pensez à la nécessité aussi de convaincre, et vous allez devoir convaincre le management, qui ne comprend pas de toute façon, enfin, pas tous, hein, mais en général c'est comme ça. Il va falloir convaincre la production que vous allez perturber, et il faut convaincre également les développeurs qui se disent « mais qu'est-ce qui me casse les pieds celui-là » avec des problèmes qui ne sont pas les miens. Mais si! Ces problèmes, ce sont les problèmes de tout le monde. Une application n'est réputée fonctionner que lorsqu'elle est en production et qu'elle plaît aux utilisateurs. Sinon, ce n'est pas la peine. Donc, il faudra penser donc, à convaincre tout le monde. Pensez au monitoring, justement, de performance. C'est que tout ça, c'est extrêmement fragile. Donc, il faut pouvoir s'assurer que tout marche bien, qu'il n'y a pas de problème à droite ou à gauche. Hein. Et donc, pour ça, on aura donc besoin d'un outil de monitoring. Et enfin, pensez à avoir une cartographie de vos applications. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas la peine de commencer. Il faut avoir une cartographie des applications, une cartographie des API qui sont utilisées, dans quel contexte, quel est leur cycle de vie, comment ça fonctionne. Et il y a aujourd'hui des serveurs et des plugins qui font donc ça très bien. Donc, quelques recommandations. Vous savez, ce sont des recommandations de quelqu'un qui les a pratiquées et qui en a beaucoup souffert, hein, parce que c'est pas, je vous dis, c'est pas un long fleuve tranquille, ça. Moi, je préfère développer une application en batch en C ou en C++, je la mets en production tout seul dans mon coin. Là, c'est pas le cas. Mais tout ça parce qu'on doit répondre aux exigences donc, de nos utilisateurs. Alors, je prends deux exemples. Je prends d'abord un exemple de Jenkins, qui est une solution open source, qui est extrêmement utilisée. C'est donc un outil qui est une espèce de trame, on va dire un squelette, qui est donc amélioré, augmenté par un certain nombre de plugins qui vont traiter un certain nombre de choses. Alors il y en a 1900 actuellement, des plugins. Alors on ne va pas tous les utiliser, mais il va donc falloir faire un choix. J'ai besoin de faire ça, je vais prendre tel plugin, j'ai besoin de faire ça, tel autre plugin, et vous comprenez bien que la diversité de ces plugins induit également quelques difficultés. C'est que comme ces plugins peuvent avoir des cycles de vie et des contraintes qui sont différentes, ça va impacter sur la fragilité de votre système. Donc on n'exagérera pas trop, mais on pourra donc l'utiliser. C'est ce que montre donc ce schéma, et vous avez des plugins par exemple, des plugins de métrique, la capacité de faire des traitements donc, en parallèle, hein, des étapes en parallèle, des outils de planification, qui est l'outil d'ailleurs GitHub, hein, Maven pour l'intégration des modules Maven d'Apache, des clients, des API pour les plugins, des clients hein, qui vont embarquer donc, les plugins donc, Jenkins. Vous avez également des dashboards qui vous montrent un petit peu où on en est, un plugin intéressant. Vous avez des outils de performance, de publication des performances. Vous avez l'intégration, par exemple, d'un outil tel que Docker pour les containers, mais également, on va dire, l'administrabilité de l'ensemble des conteneurs avec un outil tel que Kubernetes. Hein.
Donc vous en avez un certain nombre, hein, et vous allez vous construire avec ces outils-là, vous allez donc vous construire un pipeline, c'est-à-dire, on va dire, un enchaînement de travaux qui sera votre application, hein, qui va donc traiter l'intégration et puis la livraison, un petit peu moins la partie déploiement, encore que c'est faisable. Hein. Bon, c'est pour la petite histoire, Jenkins c'est une servlette donc Java. Hein. On peut la considérer, donc, je vous dis, comme un squelette sur lequel vont être greffés donc, les plugins. Le processus n'est pas très compliqué, simplement il nécessite d'avoir un peu d'expérience, et il est plutôt, de mon point de vue, et ça c'est mon avis, destiné donc à des environnements qui sont relativement simples, avec une application à une base de données. Bon. Mais comme les autres gestionnaires, donc CI/CD, avec l'augmentation de la complexité des architectures applicatives, c'est pas forcément, on ne peut pas se limiter donc, à ce genre d'architecture. Alors, on verra, et moi je pense que ça nécessite quand même la présence d'un ingénieur système. Là, regardez un peu l'allure que ça a. En fait, vous écrivez des scripts. Des scripts, alors ce n'est pas des scripts MVS, JCL, hein, c'est des scripts un petit peu différents. Vous voyez ici, le cœur du mécanisme Jenkins, c'est un fichier texte qui s'appelle Jenkins File, hein, qui décrit toutes les phases. Alors, il y a deux types de pipeline. Vous avez les steps, qui sont donc des opérations simples à effectuer, ce sont des scripts, hein, et puis vous avez les stages, qui sont en fait un regroupement donc, de steps. Le pipeline est structuré donc, en sections, les sections qui contiennent une ou plusieurs directives donc, et donc les steps. Hein. Les directives permettent de configurer les opérations avec donc les conditions, les triggers, les fichiers, la sécurité, etc. Et à chaque commit, donc fin de travail, hein, soumission, à chaque commit, hein, sur le repository central, le commit pipeline est déclenché. Ouais, donc dès qu'une opération s'est faite, une fonction mise en œuvre, une base de données qui a été intégrée, etc. Bon. Alors, vous le voyez sur ce schéma avec le pipeline, vous avez donc les trois stages ici qui sont indiqués. Un premier, la première tâche par exemple ici c'est de faire un build, donc la construction de l'exécutable. On va aller chercher le code là où il est assemblé, compilé ou packagé. Le Jenkins File ne remplace pas le générateur de build. C'est pas lui qui va faire la génération du build, ça sera l'outil que vous aurez choisi. J'avais évoqué tout à l'heure Maven, mais ça peut être aussi Gradle, ou le GNU, donc Make, assez ancien celui-là. Hein. Il y en a d'autres. Bon, première phase donc de fabrication du build. Vous avez une deuxième ici, une deuxième stage, hein, qui comporte un certain nombre de modules de test ici. Et l'exemple qui est montré là, eh bien, c'est un step avec donc JUnit qui fait partie donc d'un plugin de test. Donc on est sur du JUnit, on est donc dans le monde Java. Et puis le troisième stage qui est montré là, c'est un script pipeline qui peut comporter des tests conditionnels. Vous pouvez avoir des boucles, vous pouvez avoir des blocs de type try-catch par exemple, finally. Vous avez des fonctions, enfin, c'est vraiment un langage de programmation. Et vous pouvez donc construire des pipelines qui sont très très sophistiqués. Mais je vous rappelle, d'abord il faut s'imprégner de la façon de travailler donc avec Jenkins, il faut se construire donc votre bibliothèque de plugins, et ça il n'y a que votre équipe système qui pourra le décider. Hein, je pense qu'il ne faut pas trop demander ça à l'extérieur. Et après, avec un peu d'expérience, donc on y arrive. Moi, je ne veux pas faire de publicité pour Jenkins, mais je reconnais que c'est quand même un outil qui a donc de la qualité. Et puis un autre outil qui est très utilisé également maintenant, c'est donc Bitbucket. Bitbucket, c'est donc, je vous le disais, 20 millions donc, de développeurs actuellement qui s'en servent. Alors ça sert à pas mal de choses. Hein. Alors c'est pas l'équivalent de Jenkins, mais vous avez ici un service d'hébergement, un service de dépôt, tel que GitHub, mais ce n'est pas GitHub. Hein. Donc il utilise par contre Git, le gestionnaire donc, de version, qui est préféré, lui, à celui qui est dans GitHub. Bon, c'est un émergement, on va dire, de dépôt, comme on le fait avec GitHub. Pareil que pour Jenkins, c'est un pipeline d'intégration continue, qui est compatible avec pratiquement toutes les plateformes, hein, Linux, Android, iOS, donc Apple et les Macintosh. On peut avoir des dépôts privés et puis des dépôts publics, donc c'est bien conçu.
Il y a un suivi des bugs avec l'outil qui est Jira. Vous voyez, ce sont des compléments, toujours on va chercher à l'extérieur, des compléments qui sont donc des plugins. Ce Jira qui va donc assurer la traçabilité donc, du code. On a la gestion de projet dans lequel s'insère donc ce travail de type CICD qui est très long, encore donc, un autre outil extérieur. On a Confluence donc, pour les fameux wikis, hein, une sorte de documentation en ligne de l'application, plutôt destiné, encore une fois, à mon avis, hein, à des petites équipes, qui est gratuit jusqu'à 5 membres, mais après ça peut coûter relativement cher, et je pense que ce n'est pas fait pour des très gros projets. Alors de la même manière que je l'ai montré pour Jenkins, voilà donc un déploiement. Alors ici il s'agit d'un déploiement d'une application PHP avec une API Laravel, hein, qui est très connue aujourd'hui. Alors vous voyez, il y a l'auteur, le numéro de version, etc. Vous avez les définitions, les caches, les services qui sont utilisés ici, les services de base de données. Il y en a deux, c'est MySQL et puis Redis. Vous avez la partie des dépendances, vous avez la partie test, hein, donc tout ça c'est indiqué. Et puis enfin, la partie droite ici, vous avez les déploiements. Alors j'ai limité, en fait c'est un peu plus compliqué que ça, mais j'ai limité donc ce déploiement à 3 serveurs. Le déploiement donc, sur la plateforme de développement, déploiement staging, donc déploiement de type livraison, et puis le déploiement donc en production. Alors, ça s'apprend, hein, ce sont des langages qui s'apprennent, qui ne sont pas plus compliqués que d'autres, simplement avec un tout petit peu d'habitude, on y arrive très bien. Vous savez, s'il y a 20 millions d'utilisateurs aujourd'hui qui se servent de ça, à mon avis, c'est pas l'autre, hein. C'est quand même qu'il y a des raisons donc, qui le justifient. Donc voilà, Bitbucket. Mais comme vous êtes curieux et que vous ne voulez pas qu'on vous impose donc un choix plutôt qu'un autre, ben, je vous ai mis ici un certain nombre d'outils qui font plus ou moins la même chose, un peu plus ou un peu moins, plus ou moins adapté. Donc en dehors de Jenkins, vous avez CircuitCI, vous avez Bamboo. Alors je ne vais pas vous lire les fonctionnalités que vous allez trouver là-dedans, vous les trouvez vous-même. Vous avez GitLab, hein, qui est très connu. Vous avez Buddy, vous avez GoCD. Vous avez donc Nevercode, vous avez Worker, vous avez Spinnaker, vous avez Semaphore, vous avez CodeShip, vous avez... etc. Vous avez TeamCity, Travis, qui est assez connu également. Bon, je n'ai pas de recommandation particulière à faire sur ces outils. Bon, ce que je constate, c'est qu'ils fonctionnent correctement. Ils se ressemblent quand même beaucoup, toujours avec, on va dire, la même technique, un squelette, plus ou moins adapté, des plateformes compatibles avec vos plateformes, un certain nombre d'add-ons, donc de plugins, ce qui veut dire que vous, dans la gestion de votre projet, il faut d'abord définir à l'avance ce que vous allez faire. Vous n'allez pas calquer votre déploiement CICD sur ce que fait le produit. Il faut le faire en amont. Vous dites, voilà, moi je veux faire ça. Telle partie, je veux qu'elle soit mise en production en temps réel. L'autre, eh bien, je peux avoir un décalage d'une journée. Vous voyez, vous prévoyez donc un certain nombre de scénarios, mais il faut le faire avant. Il ne faut pas attendre que vous avez le vendeur du produit qui vient vous expliquer qu'avec son produit, on peut tout faire. Non, c'est vous qui le décidez, parce que c'est vous qui payez, hein, lorsqu'il y a des factures à payer. Alors ça, malheureusement, c'est pas toujours comme ça. Hein. Et bien souvent, on a un peu tendance, on va dire, à déclarer le forfait. On ne veut pas trop se casser la tête à l'avance. On va se reposer plutôt sur ce que vont nous dire donc, les commerciaux. Alors, pour terminer, quels sont les avantages finalement et inconvénients de ce mode? Les avantages, je crois que c'est vrai qu'on colle au plus près aux besoins de l'entreprise. Car encore une fois, on n'est pas là pour se faire plaisir, on est là pour répondre au mieux à une demande du management qui peut être liée à la concurrence, qui peut être liée à l'obligation d'être plus résilient, donc de plus réactif. Donc on colle au plus près, c'est vrai, c'est pas toujours facile, mais c'est quand même un constat. Les retours utilisateurs, c'est vrai, ils sont plus rapides, mais vous me direz, ça c'est le lot commun des méthodes agiles, puisque par définition, les réunions que nous faisons avec les utilisateurs, la fameuse sprint review par exemple, là ce sont les utilisateurs qui disent oui je suis d'accord ou là je ne suis pas d'accord, même s'ils se contredisent, ce qui peut arriver, mais chacun son métier, non, on ne va pas le leur reprocher.
Donc, vous voyez, les retours utilisateurs donc, sont plus rapides, on bénéficie avec ça donc, des avantages donc, des méthodes agiles. Donc, on constate plus rapidement de l'inadéquation éventuelle donc, des ressources. Peut-être qu'on a fait des erreurs dans l'évaluation de la plateforme, qu'il ne faut pas que ça tourne, si c'est Docker, il ne faut pas que ça tourne sur Windows, mais il faut que ça tourne sous Linux, ce qui se comprend tout à fait, et là je ne trahis pas un secret. Vous voyez, donc on peut adapter, comme on fera du monitoring, peut-être qu'il y aura des problèmes de réseau, peut-être qu'il va falloir augmenter la bande passante d'un lien, etc. Donc on va pouvoir s'adapter, et on le fera plus rapidement, on n'attendra pas 2 ans donc, pour le faire. Et puis, c'est très bien perçu par les utilisateurs qui, je crois, se sentent mieux compris par les informaticiens. Et ça, c'est aussi quelque chose de commun à un certain nombre de recommandations et de pratiques qu'on trouve dans le monde agile. Je précise d'ailleurs que je ne suis pas pour ou contre les méthodes agiles, je suis pour les bonnes méthodes qui s'appliquent aux bons environnements. Et qu'avoir un positionnement brutal, ridicule, qui consiste à traiter de cancer une méthode telle que Scrum, ça me paraît d'un ridicule achevé, et ça ne fait pas honneur aux gens qui prononcent ce genre d'anathème. Quelques inconvénients quand même, parce qu'on n'est pas, tout n'est pas parfait. Plus on se rapproche donc du temps réel, plus le processus devient risqué et fragile. On peut faire du CICD avec une mise en production, une production, mettons, tous les mois, dans le cas de Scrum. Peut-être qu'avec XP, on le fera tous les 15 jours, peut-être un petit peu moins. Il y aura peut-être un peu de temps réel aussi là-dedans. Mais plus vous vous rapprochez du temps réel, attention, plus c'est risqué donc, et fragile. Et vous devez avoir prévu des solutions donc, de rollback et des solutions de type PCA, PRA, de manière à ne pas perturber trop avant, on va dire, des utilisateurs. Les changements permanents, par ailleurs, ne sont peut-être pas toujours appréciés. Vous avez des utilisateurs qui sont habitués finalement à quelque chose, et puis sans arrêt, on leur modifie des trucs et des machins, donc au bout d'un moment, ils finissent par en avoir un petit peu assez. Certains peuvent réagir comme ça, je pense que ce n'est pas une bonne chose, mais pourquoi pas. Dans un contexte, disons, de microservices que j'avais évoqué avec les MSA, l'effet domino est très fréquent à cause des dépendances. Ne vous faites pas trop d'illusions là-dessus et ne croyez pas que l'on peut développer une application très facilement avec des incréments indépendants. Il y a toujours des liens à droite, à gauche. Parce que votre système d'information, il existe déjà. Donc s'il existe, c'est pas pour rien. Donc il va bien falloir en tenir compte. Et donc il ne faut pas trop se faire d'illusions là-dessus. Inconvénient également que j'ai évoqué plusieurs fois, c'est une grande fragilité. Il faut vraiment se doter d'un outil de monitoring et de reporting qui soit très solide et une gestion donc, des logs qui soit donc efficace. Les coûts peuvent être très élevés et ils peuvent être très difficiles à maîtriser parce que si on est engagé dans la NAS, on est dans la NAS. Et donc il faut payer. Et il faut mettre très attention à ça, parce que c'est un des risques majeurs que l'on pourrait avoir. La rapidité d'écriture, ça c'est un petit peu l'idée aussi des méthodes agiles, elle peut entraîner un manque de sécurité du code. Tout à fait possible. On aboutit, avec ce système CICD, à une complexité supplémentaire qui vient se greffer au-dessus de celle donc, du développement proprement dit, et avec des applications qui vont être difficiles à maintenir, je devrais d'ailleurs dire, de plus en plus difficiles à maintenir avec le temps, du fait que les plugins et les composants ont des cycles de vie qui peuvent être, et qui sont bien souvent, différents. Quand vous avez 450 API dans votre système, avec des milliers de composants dont vous ne connaissez pas le cas, vous vous rendez compte à quoi vous allez vous exposer, et il ne faut pas donc le négliger. On aboutit donc à des systèmes donc, qui sont complexes, difficiles à maintenir. Et donc je pense que dans l'approche de ce système, disons qu'une preuve de concept ne serait peut-être pas négligeable, ne pas trop se presser, ne pas trop se faire plaisir, bien s'assurer que le sol est bien stable avant d'avancer. On va être extrêmement pragmatique. Sachant que c'est vrai, on aboutit à des choses quand même qui peuvent être tout à fait remarquables, mais à condition de prendre des précautions d'usage que je vous indique ici. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire.
bon, nous sommes dans les temps. Je vous invite, là, dans une quinzaine de jours, je vous invite à un nouveau webinaire qui va être consacré aux capteurs, ce que je crois être, on va dire, la quatrième génération, du TI, hein, extrêmement importante, avec des milliers et des millions de capteurs un peu partout. Vous allez voir, c'est fascinant. Nous nous transformons en gestionnaire de capteurs. Chers amis, j'espère que ce sujet vous a intéressé. Vous pouvez y accéder donc, sur notre site internet, bien entendu, à la date en question. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage pour la suite.